Bonjour à tous. Nous allons poursuivre le chapitre portant sur la méthode traditionnelle des coûts, donc la détermination des coûts complets. Alors, cette séance d'aujourd'hui portera sur la hiérarchie de calcul des coûts. Donc, chapitre 2, le calcul des coûts complets. Alors, le calcul des coûts complets suit une démarche dite hiérarchique, respectant le déroulement du processus de production ou de sélection. Vous savez, quand on doit produire un bien, il y a un certain processus qu'il faut suivre. Maintenant, le calcul du coût complet suit le même processus de fabrication. L'entreprise, tout au long de son processus, achat, production, distribution, calcule des coûts séquentiels. Donc, quand on est à l'achat, on calcule un coût appelé coût d'approvisionnement. Quand on est dans la production, on calcule un coût appelé coût de production. Et au niveau de la distribution, on va agréger tout pour calculer le coût de revient. Alors, donc, l'entreprise, tout au long de son processus, achat, production, distribution, calcule des coûts séquentiels qui débouche sur une masse de charge appelée coût de revient. Alors, en d'autres termes, le coût de revient est un coût complet d'un produit ou service à son étape finale. Alors, schématisation du processus. Alors, il arrive souvent que le besoin de présenter le processus de production sur un modèle schématique s'impose. Alors, dans ce cas, ça peut étayer, ça peut vous aider pour l'évaluation du coût à chaque étape. Voilà. Alors, comment se tient un schéma technique? Alors, la schématisation du processus de production permet de mettre en évidence les étapes de calcul du coût, selon le modèle hiérarchique toujours, en distinguant approvisionnement, production, distribution. Alors, pour une entreprise industrielle, le processus se décline en 3 étapes: achat, production, vente. Donc, comme je disais tantôt. Alors, pour le calcul du coût de production, un schéma peut s'avérer utile. Alors, le schéma se présente comme suit. Par convention, les stocks sont représentés par des triangles, les ateliers sont représentés par des rectangles. Alors, je vais proposer un modèle de schéma non quantifié. Donc, par exemple, ici, quand vous voyez des triangles, ça signifie que c'est stocké. Donc là, nous avons la première matière, la matière M1 qui est stockée, la matière M2 qui est stockée. Ça, c'est au moment de l'approvisionnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la matière M1 entre dans l'atelier A. Donc, vous voyez, les ateliers sont représentés par des rectangles. Maintenant, qui sort pour aller directement dans l'atelier B, sans stockage intermédiaire. Par contre, la matière M2 ne passe pas dans l'atelier A, mais passe directement dans l'atelier B. D'accord? Donc, ces deux produits, matière M1 traitée, d'accord, rencontre matière M2 dans l'atelier B. Après mélange, il y a un déchet qui sort. Mais aussi, il y a 2 produits finis qui sortent, le produit P1 et le produit P2. Et ils sont destinés à la distribution. Voilà, donc les produits avant d'être vendus sont stockés. Donc ça, il faut comprendre. Maintenant, par convention, ici, le premier triangle, ce premier cadran du triangle-là est réservé au stock initial. Ici, c'est réservé aux entrées. Ici, c'est pour les sorties. Et à ce niveau-là, c'est pour le stock final. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Stock initial, stock final, entrée, sortie. Voilà. Alors maintenant, pour quantifier, il faut faire attention. Il faut regarder, il faut bien se rassurer que dans le texte, on parle d'existence ou non de différence d'inventaire. Il y a différence d'inventaire quand le stock final calculé est différent du stock final réel. Par exemple, vous avez calculé un stock final de 100, alors qu'en réalité, dans les stocks, vous voyez 95. Donc, ça signifie qu'il y a un manquant de 5. Vous pouvez calculer 85, alors qu'en réalité, quand vous regardez le stock, vous verrez 90. Donc, il y a un excédent de 5. Maintenant, s'il n'y a pas de différence d'inventaire, cela veut dire que le stock final calculé est identique au stock final réel.
En ce moment, cette relation, elle est vraie. Stock initial plus entrée égale sortie plus stock final. Voilà. Mais dès lors qu'il y a différents inventaires, soit il y a manquant ou excédent. Donc, c'est cette deuxième formule-là qui est vraie. Stock initial plus entrée égale stock final plus sortie, soit plus le manquant, soit moins l'excédent. Voilà. Donc, ces deux formules-là peuvent vous aider à identifier donc une variable inconnue. Si vous avez les entrées, vous avez les sorties, vous avez le stock final réel, vous pouvez calculer le stock initial. Si vous avez stock initial, entrée, vous avez la sortie, vous pouvez calculer le stock final. Mais à condition qu'il n'y ait pas de différence d'inventaire. S'il y a une différence d'inventaire, il faut prendre la deuxième formule. Voilà, maintenant, grand 2, la hiérarchie de calcul des coûts. Alors, pour calculer le coût de revient, la première des choses à faire, c'est de calculer le coût d'achat. Mais il ne faut pas oublier aussi que quand on évalue les coûts, on fait aussi l'inventaire permanent. Vous l'avez vu en comptabilité financière, l'inventaire, la technique d'inventaire permanent. Ça consiste à, disons, constater les mouvements de stock à chaque fois qu'il y ait une nouvelle entrée ou bien une nouvelle sortie. Voilà, c'est le cas ici. Donc, quand on achète, il y a une nouvelle entrée, donc on constate les mouvements de stock. Alors, pour le coût d'achat, on va mettre achat de matières premières, charges directes liées à l'achat, donc ce sont les charges d'approvisionnement. Directes, les charges indirectes d'approvisionnement. Ces charges indirectes d'approvisionnement, on les obtient au niveau du tableau qu'on avait vu la dernière fois, le tableau de répartition des charges indirectes. On aura l'occasion de voir ça dans les cas pratiques. Maintenant, le coût d'achat, vous avez vu par exemple ici, si c'est A, B, C, on fait la somme pour avoir le coût d'achat. Ensuite, on identifie le stock initial. Du stock initial, on additionne avec le coût, le stock acheté, et ça donne le stock global. D'accord? Maintenant, en valeur, ça c'est en volume. Le stock global, on peut l'avoir en valeur. En généralité, quand on fait l'inventaire, généralement, le cas le plus courant, c'est dans la méthode du CUMP, du coût unitaire moyen pondéré. Alors, comment on évalue le CUMP? C'est le Z que vous avez ici. Le CUMP égale stock global en valeur divisé par stock global en volume. Donc, c'est F divisé par W. Et maintenant, tout le reste sera valorisé au CUMP. La sortie, le stock final réel, la différence d'inventaire, tout sera évalué au CUMP. Quand vous voyez les FRS, c'est quand il y a différence sur arrondi. Par exemple, il peut y arriver que le CUMP ne soit pas, d'accord, une valeur juste. Donc là, en ce moment, il faut arrondir. Et quand on arrondit, il faut prévoir les différences sur arrondi. Après le coût d'achat, donc n'oubliez pas, c'est le processus achat, production, vente. Après l'achat, il y a la production. Donc on attaque la production. Maintenant, vous avez vu, cette ligne de consommation nous vient d'ici. C'est la sortie, c'est ce qu'on appelle ici la sortie. Sortie ou consommation. Je vais mettre ou consommation. Donc, c'est la consommation qui est valorisée ici. C'est cette ligne-là qui va revenir ici au niveau du coût de production. D'accord? Alors, matière consommable, s'il y en a, heure de main-d'œuvre directe. HMOD, quand vous la voyez, c'est heure de main-d'œuvre directe. Maintenant, s'il y a d'autres charges directes aussi, vous les prenez en compte. Les charges indirectes de production, vous les prenez en compte. S'il y a des encours, on les prend en compte. Encours, c'est un produit qui n'a pas encore atteint l'étape finale de sa fabrication. S'il y a des déchets, on les prend en compte. Maintenant, le coût de production, regardez bien, 8, c'est la somme 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, vous constatez que j'ai mis plus ou moins 6. Oui, pourquoi? Parce qu'en cours, on peut avoir un cours initial, on peut avoir un cours final. Si c'est un encours initial, ça vient en majoration, ça sera un plus. Si c'est un encours final, ça viendra avec un signe négatif. Pour les déchets aussi, j'ai mis plus ou moins 7. Pourquoi? Parce que les déchets peuvent être soit vendus, évacués ou sans valeur. Si les déchets n'ont pas de valeur, donc on n'intervient pas dans le tableau. Mais si les déchets sont vendus, ça viendra avec un signe négatif. Ça diminuera le coût. Si les déchets sont évacués avec une certaine valeur, ça viendra majorer le coût. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai mis plus ou moins. Et vous avez le coût de production. Maintenant, l'inventaire, ça ne change pas. On prend le stock initial, on calcule le stock global en faisant la somme. Vous avez vu 11 plus 12, donc c'est la quantité produite plus la quantité du stock initial. Ça vous donne la quantité globale. Ici aussi, on fait de même. 8 plus 9, ça me donne le montant du coût de production plus le montant du stock initial me donne le stock global en valeur. Je fais le rapport des deux, j'ai le CUMP, le coût unitaire moyen pondéré, qui est représenté ici par 14, qui servira à valoriser le reste. Voilà.
Maintenant, après le coût de production, il reste la vente. Donc, on calcule le coût de revient. Dernière étape. Le coût de revient, vous avez vu ici CPPV. C'est la ligne consommation sortie ou CPPV. Vous voyez ici. C'est cette ligne-là qui servira à alimenter le tableau du coût de revient. Nous avons CPPV. Alors, s'il y a des charges de distribution, directes comme indirectes, il faut les inclure. Et on fait la somme coût de revient égale CPPV, coût de production des produits vendus, plus les charges de distribution nous donnent le coût de revient. Maintenant, de ce tableau, on prévoit aussi le chiffre d'affaires. Et enfin, le résultat analytique. Le résultat analytique n'est rien d'autre que, bon, je vais mettre ici résultat analytique. Résultat analytique n'est rien d'autre que égal le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Et vous avez votre résultat analytique. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça. Maintenant, à la suite de cela, je vais faire une application d'abord. Maintenant, à la suite de l'application, maintenant, le prochain cours, je vais parler du tableau de concordance et du compte de résultat simplifié. Comment on arrive à retrouver, n'est-ce pas, le résultat de la comptabilité financière. Voilà. Maintenant, je vais passer directement à l'application. Maintenant, cette application-là ne prend pas en compte le schéma technique. Alors, l'entreprise AFCA fabrique deux produits P1, P2 à partir des matières MN qui passent dans un atelier. On pourrait faire le schéma, mais bon, je n'ai pas jugé nécessaire. Le prix de vente respectif, les prix de vente respectifs de P1, P2, 180 et 200. Les informations vous sont données. Nous avons 1er janvier le stock de matière M, le stock initial de N, le stock initial de produit P1, le stock initial de produit P2. Nous avons les achats du mois, achats des matières. Nous avons les main-d'œuvre, la main-d'œuvre directe. D'accord? Nous avons la consommation du mois. Nous avons la production du mois. Nous avons les ventes du mois. Alors, on donne ici le tableau de répartition des charges indirectes avec, bien évidemment, la nature des unités d'œuvre. Alors, premier élément demandé, on me demande d'achever le tableau de répartition. J'avais dit pour le tableau de répartition, la première des choses à vérifier, c'est est-ce qu'il y a, oui ou non, prestation réciproque. On voit bien, bel et bien que les deux centres auxiliaires sont ici, parce que ce sont les centres qui seront répartis au niveau des centres, n'est-ce pas, principaux. Donc, on voit bien qu'il y a ici administration, entretien. Donc, ce sont ces deux qui représentent les centres auxiliaires. On voit qu'administration donne 10% à entretien et entretien donne 15% à administration. Donc, il y a bel et bien prestation réciproque. Il va falloir les résoudre d'abord. Donc, c'est la première des choses à faire. Résolution des prestations réciproques. On pose les équations, soit X, le total administration, Y, le total entretien. Donc, X égale ce que l'administration avait avant de recevoir les 15% de Y. Donc, 70 000 plus 15% de Y. Ça, vous avez ici. Et entretien avait 190 000, maintenant plus 10% de X. Ça, vous avez là. Maintenant, vous allez faire la résolution. Après résolution, vous trouverez X égale 100 000 et Y égale 200 000. Maintenant, je peux procéder à la répartition. Administration, je moins 100 000 et je répartis entre les centres. Ensuite, je fais pour entretien. J'ai moins 200 000, je répartis entre les centres. Maintenant, je calcule le total secondaire. C'est la somme. J'ai 0 ici. Donc, 153 873, OK, 28 700. Alors, ici, on vous donne directement la nature d'une unité. C'est à vous de quantifier la nature. Alors, nature d'une unité d'œuvre, kilogrammes de matière achetée. On va regarder combien de kilogrammes on a acheté pour avoir le nombre d'unités d'œuvre. On regarde ici, on a les achats. Achats du mois, nous avons acheté 1900 kg de M et 3200 de N. Donc, ça fait combien? 1900 plus 3200, ça donne 5100. C'est ça que vous avez ici, 5100. Ensuite, ici, on dit kilogrammes de matière consommée. On regarde la consommation, nous avons 850 M pour P1 et 1000 kg pour P2. Donc, ce qui fait 1850 pour M. N, 1300 pour P1 et 1700 pour P2. Quand vous faites la somme, ça fait 3000. Maintenant, 3000 plus 1850, ça fait 4850. C'est ça que vous avez là. Ensuite, ici, on dit pièces vendues. Alors, on regarde le nombre de pièces. Donc, ici, l'unité, ça dit, ce sont les unités ici, hein, vendues. On a ici 8200, nous avons 4700. Quand on fait la somme, on trouve 13 900.
Enfin, je crois bien. Non, 12 900. Donc, calcul 4 000 plus 8 000. 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000. Donc, voilà, ça fait 12 900. Voilà, 12 900. Voilà, ce que vous avez là. Maintenant, on calcule le coût d'unité d'œuvre. Coût d'unité d'œuvre, c'est total secondaire divisé par nombre d'unités d'œuvre. On prend 153 000 divisé par 5 100, ça donne 30. 873 000 divisé par 400, 4 850, ça donne 180. 258 000 divisé par 12 900, ça donne 20. Bon, je peux enlever ça, hein, parce que je fais sur Excel, quoi. Pas la peine de mettre virgule 00. Voilà, voilà mes chers, donc nous avons les coûts d'unité d'œuvre, nous avons, donc on peut régler le problème qui reste. Alors, coût d'achat des matières, M1 et M2, donc on a deux M1 et M2. Donc comme j'ai deux, je les prévois, je mets juste une seule colonne pour les éléments. Ensuite, je prévois les deux ici. Quantité coût unitaire montant, quantité coût unitaire montant. Alors, comme défini tantôt dans les slides, c'est ça que je vais respecter. C'est ça la hiérarchie, comme nous l'avons dit. On va mettre les achats de matières premières, les charges directes s'il y en a, les charges indirectes s'il y en a. On calcule le coût d'achat, après on fait l'inventaire. C'est parti. Alors, achat. Pour M, nous avons acheté, on regarde ici, nous avons acheté 1900 unités à 80 francs le kilogramme. Donc, on va mettre 1900 multiplié par 80, ça donne 150 000. On continue. On regarde maintenant, est-ce qu'il y a des charges directes d'approvisionnement? Il n'y en a pas. Maintenant, on regarde, est-ce qu'il y a des charges indirectes d'approvisionnement? Bien sûr, il y en a, parce que dans le tableau de répartition, on voit ici approvisionnement. Vous avez vu approvisionnement. Donc ça, c'est ça qui vous guide. La nature, c'est le nombre de kilogrammes achetés. Donc on regarde pour M, ici il faut éclater. Là, on a regroupé, mais ici il faut éclater. Pour M, on a acheté 1900 kg, je mets ici 1900. Maintenant, le coût là, c'est le coût qui revient ici, 30. On fait le produit des deux, on a 57 000. Maintenant, pour N, sur les 5100, N en consomme 3200. On va mettre ici 3200 multiplié par le même coût, 30, et ça donne 96 000. Quand vous faites la somme, 57 000 plus 96 000, vous allez retrouver ce même montant, 153 000. Alors, on répartit. Alors, donc, comme il n'y a pas de charge directe d'approvisionnement, on fait la somme des deux pour avoir le coût. Donc, attention, au niveau du coût, on ne somme pas les deux quantités. Nous avons acheté 1900, on va valoriser les 1900. C'est là où il faut sommer. Donc, c'est pourquoi ici, dans le texte, dans le code vous ne voyez pas qu'ici, je n'ai pas mis la somme. Vous avez vu, U, je n'ai pas mis la somme ici. Mais D, pourtant, j'ai mis la somme. Voilà, parce que ce sont les montants qu'on somme. On ne somme pas ici les quantités. C'est là, pour calculer le stock global, qu'il faut sommer les deux quantités uniquement. Donc, faites attention à ce niveau. Donc, je reprends les 1900, c'est ça que je vais valoriser. Maintenant, la somme, je fais la somme des deux. Ça me donne 209 000. J'identifie le stock initial. Je vais faire juste pour M, parce que c'est la même chose pour N. Hein. Ce sont les montants qui changent seulement. 1000, stock initial, c'est 300. Donc, j'ai ici 300. Maintenant, le coût de ces 300, c'est 22 000. On a dit 300 kg pour 22 200, 22 000. Donc, c'est pour au total 22 000. Je fais la somme des deux pour avoir le stock global en valeur. Ça fait 231 000. Maintenant, pour avoir le stock global en quantité, je prends 1900 plus 300, ça fait 2200. Maintenant, je peux faire le rapport des deux. 231 000 divisé par 2200 et ça donne 105. Les 105 là, ça représente le coût unitaire moyen pondéré, le CUMP. C'est ce qui permet de valoriser tout le reste. Maintenant, la sortie. La sortie représente pour la matière la consommation. Donc, on regarde combien on a consommé pour M. Au total, on a consommé 1850. Je mets 1850 multiplié par le CUMP calculé et ça donne 194 250. Le stock final, on me l'a donné. Stock final, bon, c'est vrai qu'on n'a pas donné le stock final ici. Vous voyez, hein? Maintenant, sauf qu'on a dit ici, il n'y a pas de différence d'inventaire pour les stocks. Donc, ça veut dire quoi? Je peux appliquer la relation que je vous avais dit tout à l'heure. Cette relation-là, c'est celle-là. Je pense bien que c'est ici. Non, c'est là, voilà. Cette relation. J'applique cette relation. Stock initial plus entrée égale sortie plus stock final. Stock initial plus entrée, c'est ça qu'on appelle le stock global. Stock global, maintenant je veux le stock final réel. Qu'est-ce que je fais? Je prends le stock global moins la sortie. Et j'ai le stock final réel. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris stock global 2200 moins 1850, ça donne 350. Voilà. Et le tableau est fini. C'est la même chose que je ferai ici. Voilà. Pour le coût de production maintenant. Alors,
La première des choses, c'est qu'on produit en consommant des matières. On consomme la matière M. D'accord? Pour le produit P1, il faut répartir. Le produit P1, on a dit à consommer 850 des 1850. P2, 1000. C'est pourquoi vous avez ici 850. Là, vous avez 1000. On est d'accord? Maintenant, on reprend toujours avec le CUMP. Ce sont les sorties qui seront valorisées au CUMP. Donc, 1800, 1105, 105 ici. On valorise. Pour la consommation de N, on fait la même chose. On regarde la part de P1 et la part de P2. P1, sa part, c'est 1300. P2, 1700. Donc, c'est ça que vous avez ici. 1300, là, 1700. C'est toujours évalué au CUMP. Le CUMP de MN, c'est 150. On l'évalue au 150. Maintenant, les charges directes, MOD, on regarde ici, main-d'œuvre directe, c'est donné là, main-d'œuvre directe, ici. 150 heures pour P1, 250 heures pour P2. Le taux horaire égale 500 francs. Donc, je prends 150 multiplié par 500. Pour P2, 250 multiplié par 500. Maintenant, les charges indirectes de production, je regarde l'atelier. L'atelier de production, c'est donné ici. On a dit c'est le kilogramme de matière consommée. D'accord? Voilà. Je prends les consommations de P1. Regardez bien. C'est pour P1, P2. P1 a consommé N et M. Attention, hein? Je prends pour M de P1, 850, plus pour N de P2, 1300. Quand on fait la somme, ça fait 2150. C'est ça que vous avez ici, 2150. Voilà, multiplié par le CUMP là. Le coût unitaire moyen pondéré ici, 180. Le coût unitaire, excusez-moi, c'est le coût d'unité d'œuvre plutôt, voilà, je voulais dire. Multiplié par le coût d'unité d'œuvre, n'est-ce pas? Et là, 180. On fait la même chose pour P2, en multipliant par le coût d'unité d'œuvre. Il n'y a que ces charges-là. Les autres charges, il n'y a pas d'encours ici, il n'y a pas de déchets, voilà. Voilà, il n'y a pas d'autres charges, etc. Donc, on calcule le coût de production. Mais attention, ici, il ne faut pas sommer non plus ici, ces montants-là. Les 8000, ça provient d'où? Vous regardez combien de quantités vous avez produit. Alors, on a produit, production 8000 P1, on a produit 5000 P2. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai remis 8000 et là, 5000. Maintenant, pour un coût total, on peut sommer maintenant ces éléments. Et ça donne 746 250. J'identifie le stock initial, je le mets avec sa valeur. Et maintenant, j'ai le stock global. En sommant les deux, j'ai le stock global. En valeur et en volume, je fais le rapport des deux, ça me donne le compte. Maintenant, je valorise la sortie. C'est la même chose. Hein, on identifie juste pour P1. Sortie ici, ça représente les ventes. Donc, 8200 multiplié par 96. Et comme il n'y a pas de différence d'inventaire, je peux directement calculer le stock final. Voilà. Je fais la même chose pour P2. Maintenant, pour le coût de revient, j'avais dit le CPPV représente la sortie. Regardez bien ici, pour P1, on a sorti 8200 au coût de 787 200. C'est ça que je remets là. 8200. Bon, je remets ça ici. 8200. Voilà, multiplié par 96, ça donne ce montant. D'accord. Maintenant, pour la distribution, on dit pièces vendues. D'accord? On a vendu pour P1 8200. C'est pourquoi j'ai remis ici 8200. D'accord? Au coût de combien? Au coût de, le coût d'unité d'œuvre, c'est 20. Voilà, 8200 multiplié par 20. D'accord? Et ça donne 164 000. Maintenant, le coût de revient de quoi? Des unités vendues. On a vendu pour P1 8200. Ce qui nous revient à 787 200 plus 164. Ça fait 951 200. Et ça, voilà, c'est ça qui donne le coût de revient. Maintenant, le chiffre d'affaires, comment je fais? Je regarde ce qu'on a vendu. À combien on a vendu? On a vendu 8200 P1. Maintenant, au prix de P1, P2, au prix de, voilà, les prix sont là. 180 pour P1 et pour P2, 200. Donc, c'est ce que j'ai ici. 8200 multiplié par 180, ça me donne le chiffre d'affaires. Et je calcule le résultat analytique qui est égal chiffre d'affaires moins coût de revient. Je fais la différence, 147 000. 1 476 moins 951 000 et ça donne 524 800. Je fais la même chose pour P2. Voilà, mes chers, donc ce que je voulais partager avec vous pour cette séance. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, au moment des visioconférences, peut-être nous aurons l'occasion de discuter sur certains points. Merci à vous.